Coucou. Entre février 1968 et octobre 1969, 3 femmes disparaissent à Glasgow. Rapidement, la piste d'un tueur en série est suivie. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Salut toi, tout est Max Guys. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante, spéciale tueur en série. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas parlé de tueur en série sur la chaîne, donc j'espère que cet épisode vous plaira. J'ai dû faire beaucoup de recherches et regardez, j'ai même investi dans une petite machine à fumer, donc j'espère que ça rend bien. Voilà, c'est un test, c'est expérimental, dites-moi si ça vous plaît. On va parler aujourd'hui d'un homme qui a sévi pendant 1 an en Écosse. Enfin, c'est ce que les enquêteurs pensent. Vous me connaissez, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai lu énormément d'articles de journaux de l'époque et j'ai trouvé encore une fois des choses très intéressantes. Alors installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche, les HVF sortent tous les vendredis soirs à 18 h et on est parti. 22 février 1968. Notre histoire prend place aujourd'hui et pour la première fois en Écosse, plus précisément à Glasgow, ville portuaire qui compte environ 1 million d'habitants à l'époque. C'est une ville malheureusement fortement touchée par la pauvreté, beaucoup d'usines sont en faillite, le port n'est plus autant sollicité qu'avant et la ville a l'un des plus grands taux de criminalité du pays. Qui dit pauvreté, dit vol, arnaque et violence. Et pourtant, vous allez voir que notre histoire ne va pas du tout être liée à cette pauvreté ambiante puisqu'elle va toucher la classe moyenne de la ville de Glasgow. Le soir du jeudi 22 février 1968, Patricia Docker, une femme de 25 ans, infirmière, fraîchement séparée de son mari et mère d'un enfant, décide de passer la soirée au Majestic Ballroom pour finir ensuite au Barrowland, une énorme piste de danse sur laquelle se retrouve toute la population de Glasgow une fois la nuit tombée. L'établissement est bien réputé, la musique y est bonne et on peut s'y amuser pour pas cher. C'est un lieu très fréquenté puisque c'est l'un des seuls établissements potables de la ville. Sur la piste dansent donc des centaines de personnes et c'est pourtant à cet endroit que 3 femmes vont disparaître. Patricia, avant de partir, a donc informé ses parents leur disant qu'elle allait passer la soirée au Majestic. Mais elle ne leur a pas dit qu'elle se rendrait ensuite au Barrowland. C'est la dernière fois qu'elle sera vue en vie. Le lendemain matin. Le 23 février 1968, au petit matin, un homme qui part au travail découvre Patricia sans vie. Elle est allongée le long d'une porte de garage dans la rue de Longside Place, qui est la rue de son appartement. Son sac à main, sa montre et la totalité de ses vêtements ne sont plus là, à l'exception d'une chaussure que l'on retrouvera à quelques mètres. Patricia a été frappée, puis étranglée à l'aide d'un objet que les enquêteurs de l'époque pensent être une ceinture. Et puis, c'est tout. Sur la scène de crime, il n'y a presque rien. Patricia s'étant séparée de son mari récemment, celui-ci va donc être interrogé. Mais il a un très bon alibi. Le soir du crime, il était avec des amis et également avec les enfants. Donc il est rapidement innocenté. Les voisins de Patricia vont être interrogés et une fois de plus, l'effet Kitty, appelé aussi effet témoin, va faire son apparition. Cet effet de groupe, je l'ai déjà détaillé dans cette vidéo que je vous mets en haut à droite, que vous pourrez aller voir après la vidéo. En gros, les voisins vont aller voir les enquêteurs en disant « Mais oui, on a entendu Patricia crier cette nuit-là, on l'a entendu appeler à l'aide et on l'a aussi entendu dire « Laissez-moi, laissez-moi !» Mais personne n'a réagi pensant que quelqu'un allait bien finir par faire quelque chose. Malheureusement, aucun voisin n'a bougé et tout le monde a laissé Patricia se faire assassiner dans sa rue. Petit point important, même si elle n'a plus de vêtements, elle a été assassinée, mais elle n'a pas été agressée. L'enquête débute alors, et les enquêteurs ne le savent pas, mais celui qui sera appelé par la suite Bible John vient de frapper. Je vous explique juste après pourquoi ce surnom de Bible John. Pendant plusieurs jours, les personnes présentes à la soirée du Majestic Ballroom, club dans lequel Patricia s'est rendue, vont être interrogées. Et certains disent bien l'avoir vue ce soir-là, mais avec personne en particulier. Le souci, c'est que Patricia a bien été au Majestic ce soir-là, mais elle n'y est pas restée bien longtemps, puisqu'en réalité, elle a terminé la soirée au Barrowland Ballroom, qui est un autre établissement, une autre piste de danse, située à une dizaine de minutes à pied. Donc pendant plusieurs jours, les enquêteurs ont perdu du temps en tentant
d'interroger toutes les personnes présentes ce soir-là au Majestic, alors que Patricia a sûrement rencontré son assassin au Barrowland. Ça n'a donc rien à voir et les enquêteurs perdent énormément de temps dès les premiers jours à cause de ça. Malheureusement, même les gens présents au Barrowland diront que oui, ils ont vu Patricia, mais qu'ils n'ont pas fait attention, et pour une bonne raison, puisque la soirée était une soirée rencontre spéciale pour les gens de 25 ans, donc tout le monde flirtait dans son coin. Dans ce cas, il y a deux hypothèses qui apparaissent. Soit Patricia a bien rencontré son assassin au Barrowland et elle a voulu peut-être le suivre chez lui ou le ramener chez elle et puis l'homme, pour une quelconque raison, l'a assassiné. Ou soit, en rentrant chez elle cette nuit-là, elle a rencontré quelqu'un de mal intentionné. Quoi qu'il en soit, l'affaire va patauger puis tomber dans l'oubli. Mais Bible John va frapper de nouveau. 16 août 1969. 1 an et 6 mois après le meurtre non résolu de Patricia, c'est au tour de Jemina McDonald, une mère de 3 enfants, âgée de 32 ans, d'être la cible de Bible John. Jemina avait l'habitude d'aller danser au Barrowland seule pour rencontrer des gens et se faire des amis. C'était une mère célibataire et avec 3 enfants, elle avait de temps en temps besoin de décompresser. Elle a donc confié ses 3 petits à sa sœur Margaret, puis est partie ce samedi soir danser sur la piste du Barrowland. Elle ne rentrera jamais chez elle. Le lendemain, Margaret, voyant que sa sœur Jemina ne vient pas rechercher ses 3 enfants, va commencer à s'inquiéter. La matinée va passer, puis aux alentours de midi, elle va se décider à sortir, voir si Jemina n'a pas eu un accident au Barrowland. En effet, à l'époque, pas de téléphone, pas de SMS, donc il était très compliqué de joindre des gens qui, d'un coup, disparaissaient. Rapidement, Margaret se rend compte que les enfants du quartier semblent intrigués et apeurés. Je rappelle que Glasgow à l'époque est une ville pauvre et que chez soi, il n'y a rien à faire. Donc tous les enfants, qu'ils soient petits ou ados, traînent dans les rues. Elle apprend alors qu'une rumeur court. Un corps aurait été découvert par des enfants dans un immeuble abandonné rue Maquette, là où vit Jemina. Margaret ne veut pas y penser, mais forcément ça lui traverse l'esprit. Et si c'était sa sœur ? Elle se rend alors dans cet immeuble abandonné qui est très sale, normalement des jeunes squattent à l'intérieur, mais cette fois-ci, il n'y a personne. Margaret avance entre les murs complètement délabrés et elle découvre avec horreur Jemina. Sa sœur a été assassinée. La femme est habillée, mais elle a été agressée contrairement à Patricia. Son sac à main n'est plus là et le mode opératoire est le même. L'étranglement et la rencontre au Barrowland. Je dis la rencontre au Barrowland puisque c'est grâce à ce second meurtre que l'on va enfin avoir une description du suspect. Bible John va avoir un visage. Des témoins racontent avoir vu Jemina en compagnie d'un homme sur la piste du Barrowland. Ils le décrivent comme élégant, assez grand, environ 1,80 m, âgé de 25 à 30 ans maximum. Pour la couleur de ses cheveux, les avis diffèrent. Certains disent qu'il était brun, d'autres un peu roux. À cause des lumières sur la piste de danse, les gens ne sont pas d'accord. Mais un premier portrait est tout de même réalisé et diffusé. Et petite info, c'est la première fois dans l'histoire écossaise qu'un portrait d'un criminel va être diffusé dans les médias. L'image n'est pas en superbe qualité, mais c'est la seule que j'ai pu trouver. Désolé, vous verrez, ça ira mieux juste après. Tristement, et une fois de plus, des voisins viendront témoigner presque tout contents en disant « Mais oui, j'ai entendu cette femme crier dans la rue cette nuit-là, je l'ai même entendu crier dans l'immeuble abandonné. Bon, j'ai rien fait », pensant une fois de plus que quelqu'un allait réagir. Et cet homme, dont on ne connaît pas réellement l'identité, va être surnommé Bible John, tout simplement parce que les témoins diront qu'il faisait souvent référence à la Bible pendant les discussions. Et le prénom John lui sera attribué simplement parce que dans le monde anglophone, les personnes non identifiées sont surnommées John et Jeanne pour les femmes. Vous avez sûrement déjà entendu parler de Jane Doe ou de John Doe. Et bien voilà, c'est le nom que l'on donne aux personnes non identifiées. Il faudra tout de même plusieurs semaines d'enquête pour faire le lien entre le cas de Patricia et celui de Jemina. Malheureusement, malgré la diffusion du portrait de Bible John, celui-ci ne sera pour le moment pas arrêté ni revu dans Glasgow. Et en plus de ça, vous imaginez bien qu'il ne va pas retourner au Barrowland, le type est pas stupide, puisqu'une surveillance policière a été mise en place tout autour de l'établissement. Et d'ailleurs, les propriétaires de l'époque, les propriétaires du Barrowland, vont se plaindre de cette surveillance policière puisque ça fait baisser leur fréquentation. En effet, qui a envie d'aller danser sur une piste de danse entourée de policiers en civil, et en plus de ça, sachant qu'un tueur en série, qu'un psychopathe est peut-être parmi eux? Personne.
Donc, en octobre, 2 mois après l'assassinat de Jemina, la surveillance policière mise en place autour du Barrowland est levée et Bible John se rend de nouveau sur la piste de danse. 30 octobre 1969. Hélène Puthock a 29 ans au moment des faits. Elle est maman d'un enfant et décide de se rendre ce soir d'octobre 1969 au Barrowland. Elle est accompagnée de sa sœur Jeanne. La soirée se passe bien, les filles s'amusent et rencontrent même des garçons, dont un qui se présente comme John et qui cite régulièrement la Bible. Bon alors à ce moment-là, je sais pas si Hélène et sa sœur Jeanne ne lisaient absolument pas les journaux à l'époque, puisque se rendre au Barrowland, arriver sur la piste de danse, commencer à discuter avec un homme qui se présente comme John et qui cite souvent la Bible, c'est quand même un peu gros. Mais malheureusement pour elle, aucune ne va faire le rapprochement entre cet homme qui se présente comme John, qui parle souvent de la Bible, et le Bible John dont on parle dans la presse. Lors de la fin de soirée, en pleine nuit, Hélène, Jeanne et John vont tous les trois monter dans le même taxi qui va dans un premier temps déposer Jeanne à son appartement. À ce moment-là, John va proposer à Hélène de la raccompagner. En effet, il ne fait pas bon d'être une femme seule en pleine nuit dans les rues de Glasgow. Autant être raccompagnée par un homme. Hélène accepte. Arrivé dans une ruelle sombre, entre deux cours d'immeubles, John se jette sur Hélène, qui contrairement à Patricia et Jemina se défend, et se défend même plutôt férocement, puisque des traces seront retrouvées dans l'herbe. Malheureusement, elle finit par perdre le dessus, termine assommée, puis étranglée. Son corps sera retrouvé le lendemain dans une cour d'immeuble à Earl Street. La femme est dévêtue, elle a été agressée et Bible John lui a même mis sa serviette hygiénique sur son bras. D'ailleurs, petite particularité entre Elena, Patricia et Jemina, ces trois femmes avaient leurs règles au moment des faits. Coïncidence ou non, ça paraît plutôt étrange. Jeanne, la sœur d'Hélène, qui est complètement sous le choc, va pourtant donner beaucoup de détails aux enquêteurs. Elle explique que effectivement, ce John qui a raccompagné Hélène ressemble au portrait diffusé dans la presse. Mais sur le moment, pendant la soirée au Barrowland, les filles n'ont pas fait le rapprochement. Vous savez, vous êtes dans l'ambiance de la soirée, il y a la musique, etc. Vous pensez pas qu'un tueur en série peut vous alpaguer? Elle explique que Bible John a décrit le Barrowland comme une tanière à adultère, disant que les femmes qui se rendaient ici le dégoûtaient. Il s'est présenté en tant que John Templeton ou Simpleton, elle ne sait plus trop. Elle dit à son tour qu'il avait un joli costume et semblait bien connaître Glasgow. Elle donne aussi un détail très intéressant, ses dents se chevauchaient. Et les détails physiques sont très importants dans ce genre d'enquête, surtout à l'époque lorsqu'on n'avait pas encore l'ADN, puisque si un suspect est arrêté, si le type a le même portrait que Bible John, qu'il a les dents qui se chevauchent, eh bien on sera en droit de se dire que c'est peut-être lui. Elle dit également qu'il était roux. Le premier portrait est donc jeté à la poubelle et un second est réalisé avec tous les détails que Jeanne a pu donner. Ce portrait est diffusé partout à travers l'Écosse. Les 450 coiffeurs de Glasgow l'affichent sur leur vitrine et les dentistes sont consultés par les enquêteurs pour savoir s'ils n'ont pas un client ressemblant à cet homme avec des dents qui se chevauchent. Le Barrowland est de nouveau mis sous surveillance, 100 enquêteurs sont mis sur l'affaire, un tueur en série erre dans Glasgow. 5000 suspects vont être interrogés et Jeanne, la seule personne dans toute cette histoire à avoir vu Bible John et à lui avoir parlé, elle était assise à côté de lui dans le taxi, va être convoquée 300 fois pour réaliser 300 identifications de suspects. À chaque fois, on met le suspect derrière une vitre teintée et on demande à Jeanne est-ce que l'un d'entre eux est Bible John. Malheureusement, ces 300 fois ne donneront rien. Jeanne n'identifiera jamais Bible John parmi ses suspects. Et grâce ou à cause de cette médiatisation, Bible John ne va plus jamais faire parler de lui à Glasgow. Enfin, jamais c'est un gros mot, mais vous allez rapidement comprendre que vu que le portrait est le sien, il va simplement déménager. Malheureusement, un psychopathe ou un tueur en série, lorsqu'il déménage, fait des victimes ailleurs. 2007. 38 ans après les meurtres de Glasgow en Écosse, un homme nommé Peter Tobin est arrêté en Angleterre. Laissez-moi vous le présenter et vous allez rapidement comprendre que ce Peter Tobin est peut-être notre Bible John. Peter Tobin est décrit comme un psychopathe et un sadique aimant faire du mal. Il naît dans une famille de 8 frères et sœurs. C'est un enfant difficile qui très rapidement est placé dans une école spécialisée. Il aura diverses condamnations pour vol et faux papiers. Dans les années 1960, il vit à Glasgow et quitte la ville en 1969.
pile au moment où Bibblejohn ne sévit plus à Glasgow. En août 1993, Peter est arrêté pour avoir agressé 2 filles dans son appartement. À l'époque, il vivait à Leith Park à Havant. Et en fait, ce qu'a fait Peter, c'est que les 2 filles ont sonné dans l'immeuble où il habitait. Elles ont expliqué à Peter qu'elles voulaient juste rentrer pour voir un ami qui actuellement était absent. Et Peter leur a dit « Bah écoutez, venez patienter chez moi, voilà, on va boire un verre, on va boire une bière, et après vous rejoindrez votre ami lorsqu'il sera rentré dans l'immeuble. » Peter en a donc profité, a fait boire les filles, les a ligotées, les a agressées. En partant de son appartement, il a allumé le gaz, mais les filles ont survécu. Il a été arrêté après s'être caché quelques jours dans une communauté chrétienne à Coventry, située à 2 heures de route de son logement. Il a utilisé un faux nom, mais a été dénoncé vu que son visage a été diffusé à la télé. Pour ces faits, il prendra 14 ans de prison puis ressortira en 2004. Les services de police perdront sa trace jusqu'en 2006, date à laquelle il va être accusé de meurtre. Et c'est à ce moment-là que le lien entre Peter Tobin et Bibblejohn va commencer à être fait. En septembre 2006, Angelica Kluck, une étudiante polonaise de 23 ans qui séjournait au presbytère de l'église Saint-Patrick à Glasgow en Écosse, est retrouvée assassinée dans une chambre souterraine située sous le sol de l'église, là où personne n'allait jamais. À cette époque, Peter, qui avait fui cette fois l'Angleterre, avait trouvé refuge à Glasgow, sa ville de jeunesse, en tant qu'agent d'entretien pour l'église du coin. Il se faisait appeler Pat McLaughlin et a été la dernière personne vue en compagnie d'Angelica. Peter sera arrêté à Londres quelques jours plus tard. Une fois de plus, il avait assassiné en Écosse, à Glasgow, puis avait trouvé refuge en Angleterre. Les enquêteurs vont alors se poser une question. Et si Peter avait déjà assassiné? En effet, pour réaliser un tel crime, il faut avoir un sang-froid, surtout à son âge. Les enquêteurs vont donc retracer le parcours de vie de Peter pour voir si, à tel moment, là où il a vécu, des gens ont disparu. Les fouilles. On va alors se rendre compte qu'en 1991, Peter a une fois de plus quitté l'Écosse pour se rendre en Angleterre. Il est parti de Badgat pour vivre à Margat. Quelques semaines seulement après la disparition de Vicky Hamilton, 15 ans à l'époque, qui attendait le bus pour rentrer chez elle après avoir rendu visite à sa grande sœur à Badgat, là où vivait Peter. Son ancienne maison à Badgat va être fouillée, rien. Celle de Margat en Angleterre également, et c'est là que l'on retrouvera le corps de Vicky dans son jardin. Mais les enquêteurs vont trouver un second cas, celui de Dina McNichol, une fille de 18 ans disparue en août 1991. Dina est originaire de Tillingham dans l'Essex. Le 5 août 1995, elle quitte un festival de musique à Liphook avec un garçon nommé David Tremlett. Les ados se sont bien entendus et ils ont décidé de rentrer en autostop ensemble. Sur le chemin du retour, ils ont été pris en stop par un homme qui a déposé David chez lui près de Regat. Et Dina est restée avec le conducteur qui devait le ramener chez elle. Elle n'a jamais été revue. Après sa disparition, son père a été dévasté. Il était seul avec ses autres enfants puisque leur mère était décédée. Il a plongé dans une profonde dépression mais a réussi à surmonter cette épreuve. Faut savoir qu'au moment de sa disparition, c'était la première et la seule fois que Dina, 18 ans, avait eu le droit de se rendre aussi loin de chez elle pour participer à un festival de musique. Son père lui avait répété plusieurs fois de faire très attention à elle. Malheureusement, elle est montée avec quelqu'un de mal intentionné. Sa carte bancaire a été utilisée pour retirer de l'argent chaque nuit pendant 10 jours jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien sur son compte. Les retraits se sont faits à Hove, Brington, Portslade, Margat et Ramsgate. Et grâce à ces retraits, les enquêteurs vont tenter de voir si Peter était dans le coin à ce moment-là. Voilà, c'est un peu farfelu comme recherche, mais quand on a presque rien, faut tenter de s'accrocher aux petites choses. Ils vont alors se rendre compte que Peter, au moment des faits, vivait déjà à Margat. Pourtant, lors de la première fouille, lorsqu'ils ont retrouvé Vicky Hamilton, ils n'ont rien trouvé d'autre. Mais les fouilles n'ont pas été hyper poussées. Donc une seconde fouille va être réalisée, plus poussée, pour voir si Dina ne peut malheureusement pas être elle aussi dans le jardin de Peter. Et lors de cette fouille, Dina McNichol va enfin être retrouvée 16 ans après sa disparition. Lors de son procès, le père de Vicky va croiser le regard de Peter et devra être retenu par les policiers, fou de rage. Mais dans ce cas-là, vous êtes sûrement en train de vous dire « Ok, Peter Tobin est un tueur en série, c'est un psychopathe, c'est un taré à enfermer toute sa vie en prison, voire pire, mais qu'est-ce qu'il a à voir avec notre Bibblejohn qui a sévi à Glasgow entre 1968 et 1969 ?»
Eh bien, beaucoup de choses. Au moment où Peter Tobin quitte Glasgow en 1969, les meurtres de Bibblejohn s'arrêtent. Lorsque l'on compare le portrait robot de l'époque au visage de Peter, on y trouve plusieurs similitudes. Les oreilles, les yeux, la coupe et les habits que porte Peter sont les mêmes que ce fameux Bibblejohn. Le seul souci, c'est que Peter n'a pas les cheveux roux, mais ça peut s'expliquer avec l'âge, lorsqu'on vieillit, les cheveux foncent. Il n'existe malheureusement pas de photos de Peter pendant les années 60. D'ailleurs, il existe très peu de photos de Peter. Les seules photos qu'on ait de lui aujourd'hui, c'est surtout lors de son arrestation et lors de son procès. Peter est également un catholique convaincu avec des valeurs extrêmes, comme Bibblejohn. Lors de son parcours, il a utilisé plusieurs pseudonymes dont celui de John Semple, ressemblant énormément à celui utilisé par l'homme qui a assassiné Helena et qui s'était présenté comme un certain John Templeton ou Sempleton selon sa sœur. Mais Peter a également les dents qui se chevauchent et pire encore, il lui manque une dent à droite de sa mâchoire, la même qu'il manque à Bibblejohn selon Jeanne, la sœur d'Hélène. Peter fréquentait également le Barrowland Ballroom. Au total, il a d'ailleurs eu 3 femmes qui se sont manifestées lors de son procès, disant qu'il était violent avec elles lorsqu'elles avaient leurs règles, comme Patricia, Helena et Gemina qui ont été assassinées. Lors du procès de Peter, David, l'ami qu'avait rencontré Dina lors du festival de musique, viendra également témoigner pour raconter un peu la discussion qu'ils ont eue avec Peter dans la voiture le temps qu'il dépose David chez lui. Eh bien, Peter leur a dit qu'il n'avait pas bu une seule goutte d'alcool lors du Nouvel An en Écosse, et Peter leur a aussi dit que l'un de ses amis avait déjà mis une balle en un coup au golf. Cette discussion et les thèmes abordés sont exactement les mêmes qu'ont eu Jeanne et Hélène lorsqu'ils étaient dans le taxi en 1969 avec Bibblejohn. Comme si Peter avait un scénario tout fait, des discussions préfaites. Un criminologue du nom de David Wilson, qui a assisté au procès de Peter et qui a enquêté sur Bibblejohn, dira que ces deux hommes sont les mêmes personnes et qu'il est prêt à mettre sa réputation en jeu pour le prouver. 2 femmes fréquentant le Barrowland Ballroom dans les années 60 viendront également témoigner contre Peter, disant pour la première qu'elle l'avait rencontré sur la piste de danse et qu'il a été violent avec elle le soir. Elle a réussi à s'enfuir et par honte n'a rien dit. La seconde dira que Peter l'a harcelée toute la soirée pour la raccompagner, qu'elle n'a pas voulu et que lorsqu'elle a vu le portrait de Bibblejohn dans la presse, elle a compris que c'était lui. Ces 2 femmes sont formelles. Peter Tobin et Bibblejohn sont la même personne. Mais chose importante, Jeanne, la sœur d'Hélène, l'une des seules personnes à avoir parlé officiellement à Bibblejohn et à avoir été assise à côté de lui dans un taxi, dira qu'elle ne sait pas si Peter est Bibblejohn. Avec l'âge, elle ne le reconnaîtra pas. Jeanne décédera d'ailleurs en 2010 à l'âge de 74 ans et à ce jour, c'était réellement la seule personne dont on est sûr à 100% qui a parlé et qui a vu Bibblejohn. Avec son décès, malheureusement, l'identification de Bibblejohn s'est arrêtée. Aucun test ADN n'a pu être réalisé sur Peter Tobin puisque les prélèvements de 1968 et 1969 ont été très mal conservés. Peter, malgré la demande des enquêteurs, n'a jamais avoué être Bibblejohn et après sa condamnation à la prison à vie, il s'est terré dans le silence. On le soupçonne d'être à l'origine de plusieurs disparitions dans les régions où il a vécu. À ce jour, des enquêtes sont encore en cours. Si Bibblejohn n'est pas Peter Tobin, il aurait aujourd'hui environ 80 ans et peut-être toujours en vie et il a peut-être même fondé une famille. C'est peut-être un grand-père avec des petits-enfants que vous avez déjà peut-être croisés dans la rue en vous rendant en Angleterre ou en Écosse. Bibblejohn, s'il est toujours en vie, emportera donc ses secrets avec lui dans la tombe. C'est ainsi que se termine l'histoire de Bibblejohn qui n'a aujourd'hui jamais été officiellement identifié. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, mettez John en commentaire. N'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner en activant la cloche et de me suivre sur Twitter et Instagram. J'y suis très actif. Je mets énormément de news concernant les HVF. C'est Max Guys. On se retrouve vendredi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Et